Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Allez, bonjour à tous, on se retrouve sur le 3e épisode, on va parler du 13e trophée Marcom qui s'est tenu au mercredi 18 janvier 2023 au siège des Échos, et j'ai Didier Plane qui est avec moi pour faire un récap. Bonjour Didier. Bonjour Florian, et un grand merci pour ta réactivité, mais ça j'en doutais pas. Eh ben, je te remercie d'être présent. On va refaire, alors je vous explique un petit peu l'épisode, une première partie avec le chef et une deuxième partie où on va avoir un petit peu les gagnants. Je leur ai demandé un petit peu en off leur action, si c'était compliqué, s'ils pouvaient nous donner des petits conseils grâce comment avoir les nouveaux trophées pour la prochaine saison. Alors, Didier, est-ce que tu peux te présenter, parce que tout le monde te connaît pas, la plupart si quand même, mais on sait pas d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait auparavant pour arriver jusque-là. Complètement, si tu veux, mon parcours école de commerce, passionné par tout ce qui est développement, ça a été d'abord l'international en Australie, et où là, l'humain est important, donc ça c'est un peu le fil rouge de ma carrière. Ensuite, j'ai été adjoint de direction dans une PMI en dressement judiciaire, donc c'est là où quelque part j'ai commencé à connaître la profession, parce que c'est l'expert comptable qui, avec un peu mon action, a permis de redresser la boîte, donc top à ce niveau-là. Ensuite, je suis rentré dans un cabinet d'organisation de PME-PMI, plus de 500 missions d'organisation de PME-PMI, donc je connais bien les clients de la profession. Ensuite, consultant dans le domaine bancaire, en montage d'écoles de vente, pilotage d'agences, etc. Donc ça permet de connaître aussi un peu les partenaires par rapport à la profession. Et puis ensuite, je suis rentré dans un cabinet au sein de la profession. J'ai monté à Vinci avec une vraie volonté. Je trouve que là, je prends toujours cette image. La profession, c'est une pierre précieuse, pas ou mal taillée. C'est-à-dire qu'il y a des facettes extraordinaires. Il faut en révéler tous les talents, et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Merci, grâce à toi, on est en train de développer de plus en plus le marketing. Au début, on pouvait pas forcément avec la déontologie, mais maintenant, on pousse ça à fond. Et les trophées Marcom, c'est devenu un petit peu, on va dire, les Oscars chez les experts comptables. Donc, c'est grâce à toi, on te remercie. Mais on se pose une question tous, c'est comment elle est venue cette idée de créer les trophées Marcom? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? En fait, plusieurs choses, c'est des rencontres. J'ai rencontré pas mal, d'experts comptables passionnés qui faisaient des choses extraordinaires, voire même des artistes comptables, c'est-à-dire parce qu'on voyait plein de choses tout à fait hyper sympathiques. Et puis une conjonction, jamais être ni trop tôt ni trop tard, être juste dans le move. Et en fait, l'ouverture de la communication a été le là pour dire effectivement, il y a une vraie opportunité. Ça peut être un booster qui montre vraiment tout ce que fait la profession, qui parfois peut être dans l'ombre et qui mérite vraiment la lumière. Oui, donc à partir de 2007, donc on le rappelle, on avait le droit de faire de la communication. Et là, tu t'es dit, bon allez, faut aller dedans, quoi. Exactement. Alors, avec juste une petite parenthèse, je m'en excuse auprès de l'ensemble de tes auditeurs, c'est que la première fois, je me suis dit, mais est-ce que je vais pas primer, est-ce qu'on va pas primer les calendriers de l'année, quoi? Je veux dire, en disant, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme candidature? Et en fait, non, dès la première édition, on a eu vraiment des trucs top, et je me suis dit, waouh, on était dans le vrai. Et waouh, ça c'est vraiment ce qu'on s'est dit, et on le fait au fil des ans à chaque fois. Oui, moi je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce qui met toujours la barre toujours plus en plus haut? Où ça va s'arrêter? Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a plein d'idées. Donc, tu as eu cette idée de lancer ça, mais pourquoi tu as sauté le pas? Et comment tu as fait pour t'organiser en disant, tiens, j'ai peut-être contacté certaines personnes, certaines institutions. Comment tu t'es organisé pour dire, allez, on y va? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant très présent et opérationnel, c'est-à-dire ça c'était important, j'étais, je dirais, vraiment dans la profession pour voir tout ce qui s'est passé en impulsant. On me qualifie souvent de précurseur de tendance, et il faut dire par rapport à ça, je sentais qu'il y avait vraiment une opportunité. Les partenaires, je les côtoyais, etc. Et donc en fait, c'était des rencontres humaines et une coalition de gens qui allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire de dire vraiment des gens passionnés, des gens qui ont envie de faire avancer les choses, des gens qui ont envie de partager, ça c'est un mot important, c'est-à-dire que il y a cette notion, je fais les choses, et oui, j'ai toujours du plus et du moins, mais enfin du plus et du neutre, on va dire quelque part. Tu vois, j'avais au tout début des cabinets qui disaient, ouais, on fait des choses en com, on veut pas que ça se sache. Je dis, c'est vrai que quand on fait de la com, vaut mieux pas le savoir, parce que bon, donc je caricature un peu à ce niveau-là. Mais je veux dire, c'était des mauvais réflexes de base. Mais je veux dire, pas de souci à ce niveau-là, et surtout beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'a fait avancer à ce niveau-là, c'est l'envie, et l'envie aussi de pas mal de personnes qui ont suivi le cursus
normale, et qui avaient ces chaînons manquants de marketing, de communication, conduite de projet, et pouvoir leur apporter des choses, et puis montrer que c'était à la fois, il avait déjà en eux, plein de choses existaient, simplement fallait coordonner et que deux solistes on fasse un bel orchestre et une partition, et c'est ce que je suis employé à faire. Et c'est super bien parce qu'à chaque fois, moi, quand je reprends du coup le trophée Marcom et où tu nous fais voir les gagnants et les participants, on voit que c'est pas que des grosses entreprises Non. ou des gros cabinets, t'as des petits qui font des choses exceptionnelles et ça j'adore. Exactement. En fait, les 2 ou 3 premières années, j'ai commencé d'ailleurs dans les lieux emblématiques. C'est toujours une volonté d'avoir des choses de qualité pour des gens de qualité. On a fait ça au Sénat, Pro Centorial, avec plein de choses, des trophées qui sont des pièces uniques. Voilà, on dit on veut de l'excellence et on doit donner de l'excellence pour donner envie aux gens de participer. Et si tu veux, par rapport à ça, c'est vrai que on s'est trouvé avec des rencontres qui ont été sympathiques. Et puis l'idée, c'était de donner des signes que quelle que soit la taille, les 2 ou 3 premières années, on avait fait des segments par taille. Et on s'est rendu compte que ça avait rien à voir. C'était la volonté, je dirais, implicite du dirigeant qui faisait la différence. C'était surtout ça. Et tu vois, on a 15 jurys tous les ans. Et aujourd'hui, alors c'est clair qu'on impacte en se disant, bon, suivant les budgets, on voit qu'il peut y avoir certaines incidences. Et quoique, tu prends cette année David Ladan, qui a été celui qui a le plus de trophées au fil des 12 années, c'est de l'excellence. Sa structure fait partie des 6, des gens qui ont 6 personnes, qui ont ce qu'il fait, mais c'est brillant, c'est extraordinaire. Et puis on a parfois, si je prends l'exemple complètement opposé, et on refuse, faut savoir que quand on s'inscrit pour les trophées, on refuse certains dossiers avec bienveillance, bien sûr, en expliquant, bon, c'est pas de faire un chèque, une action, une légitimité. Donc c'est plein de choses, c'est être malin, voilà. Et c'est bien parce que moi, ce que j'essaie de pousser aussi avec ce podcast, c'est de montrer que le marketing, c'est pas qu'une question d'argent. On peut faire des super belles actions qui fonctionnent. C'est juste qu'il faut mettre le pied à l'étrier, qu'il y a des tout petits cabinets qui explosent. T'as fait voir David où ils sont pas nombreux, il fait des choses exceptionnelles. Et à contrario, tu vas avoir des grosses boîtes qui vont mettre beaucoup d'argent, mais qui vont pas avoir forcément des résultats exceptionnels. Voilà, c'est de la volonté, je pense, moi. Oui, et puis c'est l'idée, et c'est à travers l'idée d'avoir des passions, parce que ça aussi, il faut savoir, des fois c'est un peu étanche, mais c'est-à-dire que ces passions, elles permettent vraiment de faire une osmose avec une visibilité de l'ADN, montrer en quoi on se différencie. Un exemple qui vient sur une lauréate, c'est Valérie Stoppa, tu vois, qui avait fait, on l'avait primé pour un événement, c'était l'escalade de Mont Ventoux en vélo avec des dirigeants. Bon, ça, on l'avait primé, elle a une énergie extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est que on est passé du perso, de la passion au professionnel, à développer une offre qui est le souffle de l'entrepreneur, ou maintenant elle fait plein de choses avec. Voilà, c'est ça la vérité, c'est d'être soi, de le faire savoir, et le faire savoir, c'est le marketing et la com. Oui, c'est souvent tu t'en as parlé tout à l'heure et ça m'a fait rigoler, c'est quand t'as dit on fait des choses comme, il faut pas le dire. C'est c'est contre-productif, justement, faut le faire savoir. On a peur de se faire voler les idées alors que non, on est tous différents et on pourra pas, on va dire, on peut pas calquer une chose par rapport à quelqu'un d'autre. Non. Puis écoute, si on est copié, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est plutôt dans le vrai. Et puis comme le temps que les gens copient est déjà plus loin, globalement, c'est gagnant pour tout le monde. Donc ça c'est à noter, il nous a donné un petit tips. Bon, maintenant, moi, j'ai pu participer à la 13e promotion. Du coup, j'étais finaliste. Je suis très, très content. Oui. Il y avait d'un monde exceptionnel, des personnes exceptionnelles et je voulais avoir ton retour. Est-ce que toi, tu es fier de cette 13e promotion de lauréat? Oui, écoute, chaque année, c'est des belles surprises. D'abord, c'est une surprise, tu sais, c'est une fusée à plusieurs étages. D'abord, on a le premier contact, on échange avec eux, on voit ce qu'il en est. Est-ce que oui, mais mon dossier, est-ce que ça mérite ça? Je sais pas, etc. J'ai des doutes. Faut convaincre les responsables marketing. T'as la direction. On a parfois même, je dirais, des échanges pour expliquer ce qu'il en est. Faut savoir que quand on a des candidats aussi, on est à leur disponibilité pour qu'il y ait une équité. C'est-à-dire que ceux qui arrivent qui n'ont jamais candidaté, parfois ils savent pas trop, donc on est à leur disposition. Enfin bref, je ferme la parenthèse pour te dire que oui, la fierté, elle est là. Si on pouvait caractériser chaque édition un peu des caractéristiques, celle-ci, elle était en couleur. C'est-à-dire que on a retrouvé à la fois, je dirais, de l'art, on a trouvé beaucoup de sensibilité, ça, j'adore ça. Je veux dire, des gens qui ont des parcours complètement atypiques. Oui, des cabinets de toute taille, des aventures, des étudiants, puisqu'on a la version student, brillants, qui ont même été jusqu'à un projet qui vise à commercialiser. Carmen Chelon, c'est le prix pionnier même royaliste, puisqu'on va rajouter ça l'année prochaine. Enfin, oui, je suis hyper content. Et puis, où je suis content, c'est que c'est, comment te dire, c'est un truc qu'on partage, quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont présents, qui sont jamais venus, qui viennent pour la première fois, se disent waouh, qu'est-ce que c'est beau. Enfin, je veux dire, et ce qui est beau, c'est pas l'événement, c'est les gens qui le composent. Et ça, c'est une vraie fierté de pouvoir les mettre en lumière. C'est le mot que tu as dit, la bienveillance. Moi, j'ai pu parler avec donc tous les candidats, ils ont voulu se prêter au jeu. C'est une bienveillance. Tu sens qu'il y a de l'envie d'y aller, l'envie de faire bien pour la profession. On a vu des résultats. Par exemple, j'avais parlé avec Anne-Sophie d'Isico. C'est impressionnant le travail qu'elle a rendu. Elle vous a rendu un bouquin complet marketing. Il est exceptionnel. Oui.
Mais c'est digne d'être édité, si tu veux. C'est Oui, voilà, c'est ce que je disais aussi. Alors, faut savoir que on s'engage à la confidentialité, bien sûr, sur les éléments qu'on reçoit. On voit des choses, mais c'est d'une qualité, je veux dire, qui est redoutable, redoutable. Et je veux dire, comme quoi, on peut le faire, c'est possible. Il suffit d'y croire, d'avoir l'envie d'y aller. Et puis, tu sais, moi, ce que je suis hyper fier quelque part, c'est que ça a permis à cette fonction de responsable marketing com d'avoir toute sa mesure. mm, Parce que comme tu vois, je suis toujours dans le chaud et le froid. C'était quand même des improductifs, hein, faut dire ce qui est. Je veux dire, non, bien historiquement, sûr. c'était des improductifs. Et là, maintenant, on se rend vraiment compte que c'est un composant essentiel parce que c'est la mise en exergue, c'est la quintessence de ce que c'est faire le cabinet, comment il sait bien le faire. Et puis, ça a permis d'avoir une vraie réflexion d'avenir avec tout ce qu'on va voir dans les choses en mutation sur la profession. Le marketing, il trouve complètement sa légitimité aujourd'hui. Moi, je suis content parce on a changé le niveau entre le cabinet traditionnel où maintenant, ils le voient maintenant comme une entreprise. Et donc, tu as la fonction support, comme tu dis, marketing, on est pris au sérieux Exactement. et ça booste énormément. Il y a des choses exceptionnelles qui ont été vues. On a eu, par exemple, AFE qui ont fait un slam. C'est pas un très Oui, gros cabinet et la qualité est impressionnante quand même. oui, t'as le slam, et puis encore une fois, il y a le sens derrière les choses. T'as un slam qui a été fait pour de la com interne. Après, ils ont fait énormément de vidéos. Alors même on peut les voir sur leur site, hein, ces vidéos-là, en disant c'est quoi la reine chez nous, pour qu'on fait les choses de cette façon. Il y a une vraie transparence, et en fait, c'est la sincérité qui fait la confiance et qui fait la différence aujourd'hui. Tu sais, il y a encore pas si longtemps, leitmotiv de la profession, c'est compliqué au niveau business parce que, je veux dire, voilà, on fait du moins 30, du moins 50, on est axé complètement sur le prix. Et bien sûr, on va pas dire que ça a disparu, mais par rapport à ça, on se rend compte qu'il y a autre chose et que l'avenir se situe ailleurs. En revanche, je te donne 2 points saillants parce que c'est vrai que c'est souvent des points marketing sur lesquels on a des sensibilités fortes. Aujourd'hui, on a quand même des cabinets qui sélectionnent leurs prospects, qui font en sorte que, j'ai rappelé, c'est une grille, s'ils correspondent pas, on les prend pas. Tu as même, je dirais, un cabinet qui fait payer ses entretiens prospects. Donc, je veux dire, quand tu vois tout ça et que, je veux dire, d'un autre côté, tu as parfois des cabinets qui gardent des mauvais clients, c'est-à-dire mauvais payeurs, mauvaise réputation, mauvaise ambiance avec les collaborateurs, mais parce que, je dirais, quelque part, on n'a pas l'habitude de virer des mauvais clients, tu vois le gap qu'il y a. Et je dirais le marketing com permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vertueux, c'est-à-dire que quelque part, avec le client, dans une vraie relation, où je dirais l'aspect financier est une rétribution nécessaire et légitime et qui est un élément de reconnaissance. Et je veux dire, ce qu'on peut espérer, c'est que le marketing et la com, et ça arrive déjà, c'est que le client dise combien je vous dois. Et ce soit pas une facture complémentaire. Voilà. Exactement. Et moi, toi, une chose que je fais tous les ans, c'est j'attends avec impatience le bouquin que tu sors pour dire les trophées Marcom. À chaque fois, moi, je me les garde. Tu sais pourquoi? Ouais. Mmh. Tout simplement parce que c'est une mine d'or, ça, où tu peux voir, en fait, Mmh. voilà, qu'est-ce qu'ils font? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Ça me motive et ça me donne des idées. Et moi, par exemple, pour mes interviews, je vais voir de temps en temps, tiens, il y a cette personne-là qui fait ça. Je trouve que Mmh. c'est une mine d'or et ça te fait progresser, hein. C'est énormément Ouais, intéressant ce que complètement. tu fais. Bah, tu sais, le palmarès, c'est voilà, c'est quelque part, tu vois, on pourra faire une compilation effectivement de tout ça, mais je veux dire, c'est à chaque fois on essaie de donner des tips, en fait, montrer justement cette accessibilité, c'est le bon sens qui fait que, et puis voilà, c'est accessible, je répète, vraiment par toute taille de cabinet, et puis même, je veux dire, tu vois, on rentre l'aspect mémorialiste par rapport à ça, c'est parce que on est en perspective de dire voilà, les futures forces vives de la profession, c'est indispensable pour eux qu'ils aient cette sensibilité, en tout cas, qu'ils adhèrent à tout ça. C'est toujours de la bienveillance avec toi. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous parler de l'avenir des trophées de Marcom pour le 2023, 2024, les nouvelles catégories? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Dis-nous. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Déjà, il y aura une nouveauté qu'on a donc fait avec le prix Pionnier cette année, c'est-à-dire qu'on va rentrer la catégorie mémorialiste sur le marketing com. Bon, parce que l'idée, c'est de se dire que voilà, c'était des sujets qui étaient quand même clivants, qui étaient, je dirais, il fallait oser, hein, pendant un certain temps, d'avoir des sujets non techniques. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a besoin d'être mis en lumière, ça le nécessite, c'est intéressant. Donc, on va rentrer cette nouvelle catégorie mémorialiste. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel, tu vois, là, je fais du off par rapport à ça, mais c'est avec beaucoup de bienveillance aussi parce que tu le mérites et ce que tu fais avancer vraiment la profession. Et donc, on va certainement élargir Marcom en ayant un volet RH. C'est-à-dire que on le voit en filigrane au fil des ans. Et donc, cette composante RH va être intégrée avec certainement... alors, on a un prix du responsable marketing com qu'on donne pas tous les ans. On regarde, on voit, etc. Il y aura un prix du DRH de l'année aussi. Donc, voilà, on ouvre le volet RH. On va véritablement faire marketing, communication et ressources humaines. Même si c'était un peu en filigrane à travers un nombre d'actions, on va vraiment marquer par rapport à ça. Donc ça fait partie des choses. Dans les choses aussi sur lesquelles on est, c'est qu'on intègre de plus en plus les lauréats dans
à la fois on a 2 lauréats dans notre jury, ce qui montre bien qu'on veut montrer notre transparence, notre éthique par rapport à tout ça. Cette année, dans le prix de podcast, on a intégré 50% de la note par rapport à donc l'ensemble des lauréats depuis 12 ans, et puis le vote du jury. Donc cette volonté aussi, c'est de plus en plus faire en sorte de donner la parole avec nos lauréats ont du talent. Hein, je veux dire, c'est de montrer ce qui s'est passé, parce que les fois on dit oui, mais vous donnez un prix, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben justement, c'est montrer le après. Donc il y a le before, life et l'after, et montrer que le après, bah oui, c'était pas hasard et que ça marque et que ça marche. Voilà quelques pistes. J'ai déjà donné beaucoup de choses, hein, donc c'est déjà très gentil. Hein. En tout cas, je te remercie pour cette présence. Avant qu'on se laisse, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. Ça s'appelle le jeu Ceci ou Cela. D'accord. Je te fais 2 propositions et tu me dis. Alors, est-ce que tu es plutôt comptable ou marketeur au fond de toi? Là, t'es dur avec moi. On va dire marketeur, voilà, faut être objectif, mais tu sais que j'ai pris goût à voilà cette notion de chiffres et je veux dire, voilà, bon, je veux pas être trop long. Tu m'as demandé, voilà, fais un choix tranché, marketeur. Est-ce que tu es plutôt un orateur ou un écrivain? Plutôt un orateur parce que je suis dans l'échange et l'écrivain, on est plus dans la solitude pour après, voilà. Donc plutôt orateur. Ouais. Est-ce que tu es plutôt montagne ou mer? Ah, bah alors là, sans hésitation, mer. Moi, si tu veux, c'est ma ressource. Voilà, j'ai le permis hauturier. C'est là où je prends de l'oxygène, où je recherche tout pour l'année qui vient. Ouais, non, c'est mer. Ah ouais, Parlons un peu de nourriture. Tu es plutôt raclette ou truffade? Ah ouais, plutôt truffade, ouais. Ouais, j'avoue. J'avoue. La prochaine, tu préfères l'art ou le sport? Ambivalent, parce que j'aime bien les deux. J'aime bien les deux et tu sais, le sport, c'est une forme d'art aussi parce que tu vois des choses extraordinaires. Je crois que tout ce qui me fait, comment dire, réagir, qui me donne des frissons, j'adore et les deux le font. Donc là, Joker. Je m'excuse, mais je te ferai un Joker. Mais moi, c'est ce que j'aurais dit. De toute façon, le sport, c'est une forme d'art. Et la dernière, est-ce que tu préfères l'Auvergne ou Paris? Parce qu'on rappelle que tes racines sont en Auvergne. Et oui, on a un point commun. J'ai utilisé mon Joker, donc je peux pas dire, je peux pas faire 50-50 non plus. Ah oui, bah écoute, l'Auvergne, oui absolument, parce que d'abord, voilà, c'est une histoire, c'est une naissance, c'est des rencontres, c'est un état d'esprit. C'est cette province que j'aime beaucoup. Paris pour l'effervescence. Donc voilà, c'est peut-être un cocktail pétillant à ce niveau-là entre cette donnée verte et je veux dire humaine et où on prend son temps et une donnée d'effervescence où on est constamment dans le sprint et l'équilibre doit passer par les deux, je pense. Voilà. Ben écoute, on te remercie, on te félicite encore pour tout ce que tu fais pour la profession, les trophées Marcom. Allez voir tous les palmarès de tous les ans, parce qu'il y a vraiment énormément de choses, ça peut booster. Et juste un petit mot, sans oublier le concours EPE, d'éloquence et d'écriture. Oui, il y a le concours d'EPE, on dit bonjour à Cyril de Grillard, parce que ça aussi, voilà, il y a du talent derrière, donc les cabinets, allez le voir, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Je vous mettrai en lien dans la bio, justement, les accès pour les trophées Marcom et pour le concours EPE. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est que avant de laisser Didier, on va passer rapidement là sur la partie interview des lauréats. Et puis, en attendant, je te dis à bientôt. Un grand merci, Florian. Au revoir. Au revoir. Bonjour Anne-Sophie, je te remercie d'être présente. Merci. Alors tu représentes EasyCo et super nouvelle, vous avez gagné le prix spécial jury dans la partie marketing RH attractivité. Comment t'as fait ? Comment j'ai fait ? J'ai fait avec des personnes. J'ai fait avec des gens. C'est un dossier qu'on a créé avec le service communication et le service RH. Donc, c'était une équipe de 6 personnes qui travaillent au quotidien chez EasyCo sur l'attractivité. Et du coup, on a engagé ce travail-là suite à la fusion que nous avons vécue il y a 1 an et demi. Et la direction a stratégiquement fait le choix d'investir autant de temps, d'argent, de projets dans la com externe que dans la com interne. Donc effectivement, ça nous a pris beaucoup de temps l'année dernière. Donc là, aujourd'hui, on sort ce projet-là qu'on va présenter à toutes les équipes au mois de février. Et c'est ce on a appelé la réintégration. Parce qu'on estime qu'il faut bien communiquer en interne pour pouvoir faire en sorte que ça marche bien en externe. Et donc, oui, c'était un gros projet. Déjà, en tout cas, au niveau des trophées Marcom, ça a été récompensé. Donc, c'est-à-dire, c'est un super projet. Et la question, c'était que pourquoi tu as engagé cette action des trophées Marcom ? Pourquoi vous avez voulu communiquer dessus ? Eh bien, les trophées Marcom, dans tous les cas, c'est une très belle déjà visibilité, mais c'est une reconnaissance aussi. C'est un travail qui demande
tellement d'investissements pour nos services respectifs avec Harmonie Eumont, qui est la directrice des ressources de EasyCo, que aussi ça fait parfois du bien de se poser et d'écrire noir sur blanc les actions, parce que dans notre dossier, on a mis nos actions, mais aussi on a retravaillé toutes les statistiques, toutes nos retombées, quelles actions ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Donc finalement, les trophées n'ont pas été une finalité, parce que ce travail-là, on allait le faire. Et donc on s'est dit, on va tester, on va essayer. Et c'est pour ça qu'on a candidaté. C'est super. Et moi, ce que je voulais, c'est que tu me donnes des petits tips, des petits conseils pour expliquer en fait aux experts comptables que c'est faisable. Par quel biais faudrait commencer ? Ou quelles sont les erreurs à ne pas faire quand tu te lances dans un projet comme ça de RH attractivité ? Il n'y a pas de question de taille. Donc je préfère briser les tabous tout de suite. Certains vont nous dire oui, mais EasyCo, vous êtes grand, vous êtes gros, vous êtes 600, vous avez peut-être un service com, des moyens. Mais finalement non. En fait, si on y arrive, c'est parce que la direction nous dit il faut y aller. C'est vraiment une volonté stratégique et c'est un choix, c'est une ambition. Et donc à partir du moment où on l'a, à la mesure et avec les moyens que chaque personne a, c'est quelque chose qui est réellement faisable. Alors dans les conseils que je peux donner, ne jamais vendre un pavillon témoin. Alors c'est vrai que Harmonie Eumont, elle adore dire ça et elle a complètement raison, je la suis à 100%. Il faut jamais dire ce qu'on veut être. Il faut dire ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps à sortir ce projet, parce qu'on a fait des audits culturels, on a demandé à nos salariés qui nous étions, ce que nous étions. On s'est toujours dit qu'on ne va pas travailler sur des valeurs, mais plutôt sur les comportements. En fait, avec elle, on a travaillé sur quel est notre quotidien. Et finalement, il en ressort quoi ? Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à créer notre plateforme de marque et notre stratégie. Et donc après, en fonction des moyens que la direction nous a donnés, on a sorti des actions. Mais c'est quelque chose qui est réalisable pour tout le monde. Il n'y a pas de taille critique. À partir du moment où on veut, où le cabinet se donne les moyens d'y arriver, il n'y a rien qui peut arrêter. Merci Anne-Sophie pour ces super conseils. On te félicite encore. Et puis, il y a un petit truc qui me dit que bientôt, on va encore t'avoir de nouveau dans l'écoute du marketing du cabinet comptable. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Océane de l'Alliance Urus qui a eu quand même le trophée or dans la partie communication interne avec un super projet qui est vachement à la mode, la fresque du climat, RSE. Donc déjà félicitations. Et je voulais savoir si tu pouvais te présenter toi, ainsi que l'action marketing que vous avez eue avec l'Alliance Urus. Ouais, carrément. Donc du coup, moi je suis Océane Otlar, je suis la chargée de communication de l'Alliance Urus. Et l'Alliance Urus, c'est quoi ? C'est le deuxième groupement de cabinets d'expertise en France. Ça représente plus de 4000 collaborateurs, plus de 400 associés, et c'est surtout 40 entreprises partout en France. Et en fait, on est parti au Trophée Marcom cette année avec une idée en tête qui était de mettre en avant notre engagement RSE, puisqu'on a eu l'idée sur notre dernière convention de déployer une fresque du climat géante auprès de tous les participants de notre convention. Et la fresque du climat, c'est quoi ? Et ben en fait, c'est un atelier qui dure 2h30, 3 heures et qui permet de venir prendre de la hauteur sur les enjeux climatiques et sur comment l'action humaine vient impacter tout un tas de choses au niveau du climat. Et ce qui a été vraiment chouette sur ce projet, c'est que c'est une idée qui est à la base de notre COMEX, qui après que notre secrétaire générale Delphine Buisson ait participé dans sa vie perso à une fresque du climat, est revenue en disant écoutez, il faut qu'on trouve une solution pour parler de cette action, pour mettre en place cette action au niveau de l'Alliance. Et en fait, le COMEX a eu l'idée de dire OK, on met en place une fresque du climat. En revanche, on va l'animer nous-mêmes. C'est-à-dire que le COMEX et la team russe, on va dire, on s'est tous formés à devenir ce qui s'appelle fresqueurs. C'est-à-dire que maintenant, on est capable d'animer des formations et d'animer des fresques du climat, du coup. Et donc, au mois de juillet dernier, on a déployé cette fresque pour tous nos participants de la convention, et c'était donc animé par des gens en interne en fait. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup plu à nos participants, c'est parce que c'était pas animé par des consultants classiques, c'était animé par Valentin Dodiger, c'était animé par Thierry Legrand, c'était animé par des gens qui connaissent en fait, c'était animé par Xavier Vidot qui est mon collègue. C'était vraiment animé par nous, pour nous, et surtout pour nous permettre de prendre de la hauteur sur tous nos sujets de RSE qui arrivent très très vite. C'est un super projet et moi je voulais te demander du coup comment on fait
pour commencer un projet de cette envergure? Et est-ce que après, imaginons, on pourrait le proposer en sorte de mission auprès des clients dans les cabinets? Alors, comment on fait pour mettre en place une fresque du climat? En fait, on prend l'énorme sujet tentaculaire qu'est la RSE et on se dit, OK, par où on l'attrape? Et l'idée avec la fresque du climat, c'est comme il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de choses qu'on peut pas dire ou qu'on doit absolument dire, en tout cas quand on y participe, ça permet vraiment de mettre tout le monde à peu près sur un pied d'égalité et sur une base commune. L'idée derrière pour nos clients, c'est évidemment de le transformer en offre. Non pas la fresque du climat en tant que telle, mais de se dire, OK, maintenant que j'ai pris conscience des enjeux qui arrivent, comment je vais aider mon client à prendre conscience lui aussi. Et voilà. Et donc, ça peut être déployer des offres bilan carbone, ça peut être faire de la formation sur la réduction des émissions, des émissions de CO2, etc. Il y a tout un tas de choses et d'actions qui peuvent être mises en place. Et alors, nous, évidemment, l'objectif derrière, c'est au-delà de juste la fresque du climat, c'était aussi de mettre en avant nos formations au niveau de l'Alliance russe pour justement que nos membres puissent déployer des offres pour leurs clients. Et puis c'est vrai que ça a pas mal pris. Là, on a certains de nos cabinets qui commencent déjà à réfléchir vraiment à une offre client RSE pour leurs clients du coup. C'est bien, il y a eu que des avantages. Ça a formé les gens. Vous faites en plus maintenant des propositions d'offres dans certains cabinets. Et puis il y a une prise de conscience collective. Donc que du positif. Et justement, un cabinet qui veut se lancer, un confrère qui voudrait faire la même chose que vous, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ou d'erreurs à éviter que vous avez peut-être fait en pataugeant au départ? Alors, sur la fresque du climat en tant que telle, la première chose, c'est de super bien se faire accompagner. Il y a plusieurs solutions. Soit, en fait, si tu fais ça dans ta vie perso, c'est bénévole. C'est-à-dire que tu peux participer gratuitement à des ateliers fresque du climat. En revanche, quand tu le fais pour ton entreprise, il y a quand même une petite un coût qui est pas énorme, qui doit être de hauteur de 1000-2000 euros grand maximum. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon partenaire d'accompagnement parce que le formateur, la personne en fait qui va te présenter la fresque, t'expliquer comment ça se passe, te donner des petits tips, par exemple un truc tout bête sur des équivalences CO2, etc., etc. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit bon. Il faut que ça soit quelqu'un qu'on ait envie d'écouter. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est de très bien se faire accompagner. Et un autre conseil aussi, nous au niveau de la fresque, on sait que ce qui a fait le succès de cet événement, c'est le fait que ce soit des gens de chez nous qui forment les autres. Donc vraiment, faut pas avoir peur de se dire ok, je prends 3 heures sur un codir, je prends 3 heures sur une grosse réunion d'associés, etc. pour devenir fresqueur et pour du coup montrer aussi aux collabs que voilà, c'est pas juste quelque chose de lunaire et de complètement déconnecté des réalités, puisque moi je peux le faire. Donc ça, c'est vraiment sur la fresque du climat. Et puis après, je pense que de toute façon, toute la vague RSE, c'est des sujets que les cabinets d'expertise comptable et même l'ensemble des entreprises françaises aujourd'hui n'ont plus le choix d'appréhender. Et c'est vrai que la fresque, ça permet de l'aborder de manière un peu plus ludique et surtout vraiment sans jugement aucun. Est-ce que tu as pu participer après entre ce moment ludique de faire la fresque à accompagner, on va dire, certains cabinets sur une proposition d'offre? Parce que souvent, on se dit, c'est un peu décorrélé de ce qu'on va faire. Comment on va pouvoir transformer ça? Ouais, alors pour le moment, on n'a pas forcément énormément d'offres qui sont finalisées. En revanche, nous, ce qu'on a vu, c'est que au niveau du groupement, le mouvement RSE, il est pas nouveau. Hein. Ça fait, on a commencé à y réfléchir depuis 2016 à peu près. Et là, en février dernier, on avait ouvert ce qu'on appelle un laboratoire RSE. Un labo chez nous, c'est une communauté, c'est un genre de centre de recherche et développement un peu déporté, on va dire. Et en fait, dans ce laboratoire RSE, on avait des personnes des RH, on avait des personnes de la com, on avait des mémorialistes, on avait des collaborateurs, mais on n'avait pas de dirigeants, on n'avait pas de tête, entre guillemets. Et c'est vrai qu'après avoir participé à cette fresque du climat, on a eu beaucoup plus de dirigeants qui se sont dit « Ok, je veux participer, je veux m'impliquer ». Ça, c'était la première chose. Et c'est vrai que ce qu'on a vu aussi, nous, c'est que on voit que les formations RSE qu'on a mis en place, alors PNS, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, qui ont eu un lancement un petit peu compliqué, après cette fresque, elles ont été remplies à 100%. Et si les offres, elles sont pas encore finalisées, et c'est normal, on voit qu'il y a de plus en plus de nos cabinets qui s'y intéressent et qui vont vers justement comment je me forme
pour former et pour accompagner mon client. Donc là, pour le moment, j'ai pas d'exclus à te donner sur une nouvelle offre, mais bientôt, on va avoir des offres RSE, bilan carbone. On a un cabinet, une entreprise chez nous qui fait déjà ça très très bien, où ils ont même une équipe complètement et tout un pôle complètement dédié à ça. Donc voilà, c'est des sujets qui arrivent, ça chemine, ça a besoin de maturer vraiment, et pour faire les choses bien, il faut prendre du recul, mais ça arrive très vite. Eh ben, on te remercie en tout cas de ton partage. On te félicite encore une nouvelle fois pour ce travail, parce que ça a dû prendre quand même un sacré boulot de faire le trophée Marcom. Et puis, on se dit à bientôt. C'était du boulot, mais ça en vaut le coup. Oui, exactement. Salut. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonjour Pauline, je suis ravi de te recevoir. Là, tu viens d'avoir le trophée or dans la partie stratégie de communication pour le cabinet Hendrix. Est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer rapidement pourquoi vous avez été lauréat ? Pauline Balédier, responsable service marketing et communication au sein d'Hendrix. Hendrix, c'est une ETI des métiers du chiffre et du conseil. On est implanté sur plus de 25 sites sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, et on se revendique expert partenaire stratégique du dirigeant, c'est-à-dire qu'on est des experts comptables, des auditeurs, des chasseurs de tête, des avocats, des consultants, aux côtés du dirigeant dans tous les enjeux de performance et de pilotage de son organisation. Alors pourquoi vous avez été nommé dans la stratégie de communication et avez eu le beau... Il est devant moi en plus, c'est impressionnant, il est en or, il est trop beau. Tu vas le mettre dans ton bureau. Dans ton bureau. Oui, c'est pour quelle raison ? Si je me rappelle bien, c'était pour votre com, le changement de nom. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. On a opéré un rebranding intégral puisqu'on s'appelait jusqu'à octobre 2021 SFC, Société Fiduciaire Centrex. On avait un peu plus de 11 marques qui étaient liées à une vraie stratégie de croissance externe et de diversification de nos métiers. Et c'est vrai que c'était un nom qui ne nous correspondait plus, déjà de par notre activité, puisque notre cœur de métier était l'expertise comptable, mais qu'on a élargi effectivement au conseil, notamment à l'audit et du conseil extra-financier aussi, au métier d'avocat avec le droit des affaires. Et ça reflétait plus notre ADN, qui était quand même un ADN de fonceur, de pionnier. Et c'est vrai que c'était un nom qui restait cantonné un petit peu dans les clichés et l'image d'Épinal qu'on peut se faire de nos métiers. Et donc on a opéré une stratégie de rebranding 360. La manière dont on a procédé, c'est qu'en fait la question s'est posée de réfléchir à notre stratégie de marketing et de communication, et surtout à notre identité. Donc on a opéré un diagnostic d'identité en interne. On a été accompagné par une agence dont c'est le métier vraiment d'accompagner sur l'identité des entreprises qu'elle accompagne. On a procédé avec un diagnostic donc en interne, avec un comité on va dire de direction qui a eu en fait des entretiens individuels. Les questions portaient, alors c'était environ 2h30, je me suis prêtée à l'exercice aussi, de qui nous sommes, où nous allons, qu'est-ce qui nous caractérise, comment on se définit, si demain on devait faire la une des échos, quelle accroche on aimerait avoir. Et ça a été confronté avec un focus group d'une 15aine de jeunes managers et associés représentatifs de tous nos sites et de tous nos métiers. Et ça a donné lieu à un très gros document, en fait, qui a été synthétisé sur justement nos piliers et nos enjeux. Et à partir de là, on a travaillé notre plateforme de marque, qui est un document qui est propre un petit peu au service marketing et communication. C'est un document stratégique qui fait une page recto verso et qui, en fait, pose nos fondamentaux identitaires, notre raison d'être, nos critères différenciants, nos valeurs, comment on se perçoit dans notre écosystème, quels sont les enjeux, en fait, du métier, de la profession, parce que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup challengé par le réglementaire, par les nouvelles attentes en matière RH, le besoin de sens, le besoin de s'engager aussi en matière de transition écologique. Et en fait, on s'est posé, on a réfléchi sur cette plateforme de marque qui a ensuite donné lieu à la réflexion sur l'architecture de marque. Est-ce que de nos 11 marques, qu'est-ce qu'on en fait ? On a opté pour une marque unique et on s'est dit, est-ce qu'on change de nom ou pas ? Et on a décidé au final d'unir toutes nos expertises sous une nouvelle marque commune qui est Hendrix. Ça a été un travail, c'est une vraie introspection, parce qu'au final, quand il faut choisir un nom, on a travaillé avec une agence qui nous a accompagnés là-dessus. Quand il faut choisir un nom, c'est un peu comme pour le prénom de ses enfants. On se dit, voilà, ça va être à vie, maintenant qu'on fait ce changement. Est-ce qu'on va réussir à l'incarner ? Est-ce qu'il va nous apporter une dimension projective aussi ? Et c'est vrai que c'était vraiment un travail en interne, c'était passionnant. Ça a animé nos journées, donc ça a été en petit comité sur le changement de nom, parce que c'est vrai que plus on embarque de personnes,
plus on risque aussi d'atteindre un consensus un peu mou, de vouloir satisfaire tout le monde. Et c'est vrai que voilà, quand on nous a présenté les noms, Hendrix a vraiment retenu notre attention parce que Hendrix, c'est l'énergie, c'est le côté électrique. C'est basé directement sur donc l'iconoclaste guitariste Jimi Hendrix pour son côté pionnier. Et nous aussi, on se voit un peu comme des défricheurs dans nos métiers. On est vraiment des intrapreneurs et des entrepreneurs. Et c'est un nom qui nous correspondait tout à fait avec cette baseline Osons oser qui caractérise en fait tout notre parcours entrepreneurial. On te remercie Pauline pour tous ces précieux conseils. On te félicite encore une fois et puis on te dit à bientôt. Bonjour à tous, je suis avec Christine donc de CHD qui a concouru dans la partie stratégie de communication et a eu le trophée argent. Donc déjà félicitations. Merci. Et merci d'être présente. Merci à toi Florian. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous rappeler un petit peu CHD et en fait, quelle était votre action derrière? Comment vous avez fait pour avoir ce fameux trophée argent? Parce qu'on voudrait savoir. Alors, j'ai eu une première vie d'organisatrice de salons professionnels et par la suite, j'ai littéralement plongé dans l'univers des agences de communication pendant 20 ans. Donc mes premiers pas dans la vie active ont consisté à accompagner les entreprises en matière de stratégie marketing et de communication. J'ai d'ailleurs souvent dit en exerçant ce métier que j'avais cette chance de partager les moments heureux des entreprises pour un lancement de produit, pour des réorientations de marque, pour vendre, pour être vu, pour de l'événementiel. Et donc, j'occupe aujourd'hui le poste de responsable communication et marketing au sein du groupe CHD depuis 2 ans et demi. C'est donc ma 3e vie professionnelle qui se déroule auprès des experts comptables et, point important de notre stratégie de communication, auprès de leurs partenaires. Je suis Partner Success chez CHD en charge de la bonne intégration de nos partenaires dans un écosystème de solutions complémentaires à celle de l'expertise comptable. C'est top ça. Oui. Et donc l'action marketing qui a été mise à l'œuvre en avant, c'était de refaire l'identité et le logo si je me trompe pas. La candidature au Trophée Marcom raconte l'évolution du visage d'un groupe fondé par un homme visionnaire il y a 65 ans. Autrement dit, c'est l'histoire de CHD, acteur historique de l'expertise comptable, qui est passé d'une marque d'exécution à une marque d'émotion. Alors comment tout ça a commencé? Eh bien, Jean-Claude Collat, le fondateur de CHD, était l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Il passe une enfance itinérante de Bruxelles à Fourmies dans le Nord, en passant par Caen et Hirson dans l'Aisne. Il part de rien et il s'installe comme comptable agréé. On est en 1957. Et Jean-Claude Collat a 26 ans quand il reprend à Soissons, dans l'Aisne, 6 clients d'un cabinet placé en liquidation judiciaire. Donc voilà le berceau du groupe CHD en 1965, il est le tout premier expert comptable de Soissons et s'inscrit comme tel à l'ordre. C'est un homme travailleur, très travailleur. On retrouve beaucoup cette valeur du travail encore aujourd'hui chez CHD au sein de nos équipes. Il multiplie les ouvertures de bureaux et de filiales et à l'époque, il travaille déjà cette notion d'expertise partenaire puisqu'il crée une filiale spécialisée dans l'informatique. 65 ans plus tard, le groupe devient CHD, marque d'expertise, c'est notre identité aujourd'hui et notre baseline. Et ces experts, dont 50 associés, s'investissent quotidiennement auprès de leurs clients. Nous sommes 730, 50 sites en France pour accompagner 15 000 entreprises clientes. Et donc, depuis 2 ans, le positionnement de CHD va bien au-delà, je dirais, des métiers traditionnels, des experts comptables. Chez nous, on a pris l'habitude de dire que nous nous entraînons de plus en plus activement à devenir des experts augmentés, des super experts, bien plus que des experts. C'est un coaching assez dynamique et c'est surtout un réel pivot pris par le groupe dans un environnement qui, en réalité, ne nous laisse pas tant le choix que ça. L'expert comptable est au premier rang des mutations du marché. C'est notre profession qui a soutenu les entreprises. C'est vers elles que les entreprises se sont tournées pour être rassurées, parfois même pour survivre, pour certaines pendant l'épidémie de Covid-19. Et chez CHD, nous avons clairement constater la capacité de dévotion de nos équipes et cette capacité à envelopper le client pour l'orienter dans les bons comme dans les mauvais moments. Et toute cette émotion vécue
nous l'avons concentré dans notre identité visuelle et nous l'avons transformé en une énergie positive pour bâtir notre stratégie de communication complète. Donc c'est la naissance du smiley CHD que nous avons intégré dans notre logo et de notre personnage emblématique, Alex l'experte. Alors le nom de notre dossier au Trophée Marcom, c'était Mon expert comptable a des émotions, et pour ce dossier, on a été récompensé d'un trophée d'argent pour avoir, je pense, su transmettre toute cette authenticité autour du travail que nous avons réalisé. Félicitations, en tout cas c'est un bon travail. Vous avez une présentation visuelle qu'on a pu voir lors de la cérémonie qui était top. Et moi je voulais savoir, imaginons que je suis un cabinet, je suis en train de me lancer, je voudrais refaire une identité, un logo. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour débuter ça ou des erreurs qu'il faudrait éviter absolument? C'est écouter vos équipes. Pour savoir quand vient le moment de changer, écoutez vraiment vos équipes. Chez nous, elles ont vraiment exprimé, par exemple, leur rejet de certains clichés. On a eu des remontées du type je ne suis pas cet expert comptable avec des papiers pleins sa mallette. Une vraie capacité de la part de nos collaborateurs à exprimer ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils ne veulent pas être. Et donc savoir écouter vos collaborateurs, c'est pour moi l'une des plus grandes chances de réussite de votre stratégie de communication. Parce qu'en fait, si chez CHD, nos valeurs humaines ont traversé le temps, notre positionnement, l'envergure du groupe ont évolué, changer d'identité, c'est quoi? C'est l'exigence d'une communication en parfaite adéquation avec notre nouvelle réalité. Et c'est ça qui est important. C'est un exercice de synthèse visuelle. Il faut faire comprendre et faire ressentir l'importance de l'émotion, ce que nous sommes, avec le maximum de simplicité. Et donc, avec notre nouvelle identité de marque, chez CHD, nous affirmons l'importance de l'émotion, une émotion que nous avons traduite par un visage expressif, le smiley CHD, et nous pensons que l'affect a toute son importance au travail. Et on l'assume en plus. Nos équipes sont passionnées par leur métier, par le challenge, et nos clients, eux, vibrent aussi. Parfois dans la réussite, parfois dans la difficulté, mais en tout cas, partager l'émotion, c'est une marque de confiance, une marque d'attention. Et vous me sentez arriver avec notre baseline, une marque d'expertise. Le smiley présent dans notre logo contribue à faire que l'on aime notre marque, mais aussi qu'elle soit partagée dans des conversations. Notre logo, on le voit, est très vite devenu un mode de ponctuation à la fin d'une phrase ou d'un email. On retrouve chez nous cette signature, les 2 points suivis de la lettre D pour former le smiley de CHD, et ça apporte une vraie dose d'optimisme à notre identité visuelle. On renforce notre complicité avec nos collaborateurs, avec nos clients. Et on contribue cette image contribue à affirmer notre caractère dévoué, bienveillant. On déclare un certain ton sympathique et toute notre compétence, une attitude propre à CHD, je dirais. Donc, écoutez vos équipes. C'est vraiment le grand conseil que je donnerai. Si vos équipes se retrouvent dans votre stratégie de communication et qu'elles adhèrent, il y a de fortes chances qu'elles emmènent vos clients dans l'aventure. On retient, faut écouter les équipes. Moi, je voulais savoir combien de temps faut à peu près. Combien ça vous a pris de temps pour dire, on change tout, les visuels, les logos, ainsi de suite. Vous avez fait ça en 1 mois ou 1 an? Alors, je vais doubler. En 2 ans. En 2 ans, mais ça a été un choix. On aurait pu aller plus vite. Notre choix a été d'avoir une vraie interaction poussée avec le conseil de surveillance, le CODIR, les associés du groupe, les responsables de site, les collaborateurs, les clients. Donc le temps de collecter, de bâtir, de partager, d'ajuster, de transformer notre image et de mettre en place un plan d'action. Il aura fallu 2 ans et encore, je vous parle de 2 années, mais je vous dis une grosse bêtise parce que la vérité c'est qu'on n'aura jamais terminé. En réalité, quand on aura poussé notre travail au maximum, le monde aura évolué et on sera devant une nouvelle donne, un marché en mouvement, et on continuera à adapter nos actions, à adapter notre stratégie pour pousser de l'énergie et faire émerger le meilleur de nos équipes et accompagner nos clients. En tout cas, c'est super ce que tu nous as partagé. Moi, je te remercie de ta présence. On a eu plein de conseils. Je pourrais rester là tout le temps à discuter avec toi. Et ce qu'on va faire, c'est que, en tout cas, on remercie tous les lauréats d'avoir participé pour l'interview. Et puis, on se dit au prochain épisode. Au revoir. À bientôt. Félicitations à tous les lauréats.
Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.